c'est Pierre Delovain-Foss du blog des leaders. Aujourd'hui, je suis avec Nick Van Langendonk. Nick est le fondateur de la société iFluence, une société pas tout à fait comme les autres. Quand il parle de son entreprise, Nick utilise souvent 3 mots qui m'ont vraiment intrigué, qui rejoignent fort ce que je vis. Le mot amour d'abord, le mot expérience et le mot digitalisation. Alors on va essayer d'en découvrir un petit peu plus avec lui. Bonjour Nick. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu d'abord de toi ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Nick Van Langendonk. J'ai 34 ans. Et dès mon premier travail comme consultant, j'ai toujours travaillé dans des contextes de changement. Il y a 5 ans, j'ai commencé à entreprendre. Au début, c'était dans un groupe, de nouveau, un groupe en changement. Un groupe, tu veux dire une entreprise, une organisation ou, ouais, en fait, c'est un incubateur. Un incubateur, d'accord. Ouais. Je m'excuse pour mon français. C'est nickel. Merci beaucoup de nous parler en français. Alors, c'était un incubateur, un groupe quand moi j'ai commencé comme un partenaire dans une entreprise. L'entreprise faisait part d'un groupe d'entreprises. Et okay. Le but du groupe, c'était d'accélérer des startups et surtout réaliser de la co-création. Ça okay. se dit en français? La co-création, tout à fait. Entre les entreprises. Okay. Alors là, l'homme qui était derrière le groupe, c'était un peu un mentor pour moi. Et c'est avec lui que je suis devenu partenaire dans une des entreprises, consultance. Et le fait que j'ai toujours fait du consultance dans un contexte digital, ça c'est un peu coïncidence en fait, parce que j'ai pas la personnalité d'un typique pour travailler dans l'IT. Et quand je regarde rétrospect maintenant, c'est un peu la chance que j'ai eue. C'est parce que j'étais un peu différente que des gens qui travaillaient dans des grands projets d'IT, des grands projets de transformation. Et pour moi, le focus était toujours de collaborer avec des autres départements. Je me rappelle très bien les premières années que j'ai travaillé. Je ne comprenais pas pourquoi on avait des compétiteurs des autres entreprises et il y avait aussi une compétition interne. Ça, j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Parce que j'étais un peu différent dans tous les projets, j'allais chercher d'engagement, de confiance avec tous les partenaires du projet. Et j'étais en fait naturellement toujours le pont, le lien. Celui qui rassemble. Voilà. Alors quand je suis devenu partenaire des entreprises, c'était consultant. Et comme j'étais déjà 5-6 ans dans des projets digitaux, c'était bien sûr dans le secteur digital. La première entreprise s'est spécialisée dans des données. Business intelligence, il y a beaucoup de données dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Et en fait, en termes traditionnels, on a fait un très bon job. Les deux premières années, on avait 20 consultants et ça allait très bien, quoi. Mais à part d'être consultant dans le cœur, et d'apprendre beaucoup de contexte digital, je suis aussi quelqu'un qui pose tout en question. Je me réalisais dans l'entreprise qu'on avait, on avait beaucoup de gens qui sont un peu le même profil, hein, des consultants BI, des experts en fait. Et j'ai appris que quand tu veux innover et tu as un groupe très similaire de personnalités, ça devient très difficile. Alors, la leçon que j'ai eue, c'est
si tu veux aider des autres entreprises à innover, il faut avoir une équipe complémentaire. Ouais, C'est comme dans le foot, si tu as 11 attaqueurs, tu fais des buts, mais tu prends aussi beaucoup de buts. Alors là, toujours dans le même groupe, on a décidé de lancer une nouvelle entreprise avec ma vision, et c'était d'avoir une équipe super complémentaire avec des développeurs, des designers, des architectes, et vraiment essayer d'aider des entreprises, nos clients, d'innover avec la technologie digitale. Et ça dit beaucoup sur ma personnalité. On a consultance. Pour moi, c'est un mot qui est violé les dernières années. Et en fait, c'est une profession super, en fait, parce que tu apprends, tu es comme je ne connais pas le mot en français, une sponge. Une éponge. Une éponge. Et les expériences que tu as, tu les share, tu partages avec des autres, ça c'est super. Deuxièmement, contexte digital, je suis fasciné de la force digital. Et pour moi, c'est vraiment un asset que tu dois utiliser. C'est pas le but. Le but n'est pas d'être une entreprise digitale. Le but, c'est d'être une entreprise qui utilise toutes les ressources possibles pour réaliser la mission de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a une ressource qui est la technologie digitale avec une force incroyable. Et troisièmement, le talent de grouper des personnalités complètement différentes, rassembler des gens et des profils super complémentaires, et vraiment visualiser le futur et essayer de réaliser cette vision. Et alors tu as démarré, c'était le départ d'Hifluence, quoi. Ouais. Okay. Alors explique-nous, Hifluence, d'abord, qu'est-ce que tu fais, quels sont les services que tu donnes, combien est-ce que vous êtes, ça existe depuis combien de temps, quelques chiffres et quelques mots, puis après on ira sur ce qui nous intéresse vraiment. Hifluence existe maintenant un peu plus que 2 ans. Nous sommes 15 personnes et 2 adviseurs, en fait, qui sont dans notre Raad van Bestuur. Conseil d'administration. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour des gens qui connaissent rien des projets digitaux? J'utilise toujours la comparaison avec la construction des maisons. Maisons ou des bâtiments ou n'importe, alors de fast-food. L'immobilier. Si tu veux construire une nouvelle maison, la prochaine chose que tu fais, tu vas chez un architecte. Ouais. Et il pense avec toi comment est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce qui c'est que c'est important, où est la valeur de ta vie, un grand jardin, petit jardin, et tu vas vraiment l'inspirer comme architecte et tu vas visualiser dans des plans comment la maison de la future pour toi va être. Ouais. Alors ça c'est la première chose qu'on fait avec des entreprises, on les on donne inspiration et on nous met dans leur contexte. On a beaucoup d'expérience des possibilités de la technologie digitale et on essaye vraiment de réfléchir comment est-ce qu'on peut créer plus de valeur ou comment est-ce qu'on peut penser créer des nouvelles manières de valeur en utilisant la technologie digitale. D'accord. Voilà. Okay. Là, tu as ton stratégie, tu as un plan. Un plan, ça se dit comme ça? Un plan. Après, moi, j'ai horreur des agences qui viennent faire des exercices stratégiques. Et dès que tu commences à implémenter la stratégie, tu te réalises que c'est pas réalistique. Il n'y a rien derrière, quoi. Il y a des mots, mais derrière, voilà. Il n'y a rien de concret. Voilà.
j'ai travaillé beaucoup dans des grandes boîtes de consultance et peut-être c'est pour ça que moi j'ai horreur de ça. Parce que tu as un grand livre de stratégie, comme client, tu as payé beaucoup d'argent pour ça et en fait le livre il va dans l'armoire et rien... Toujours pas d'outil quoi. Voilà, rien ne change. Alors c'est pour ça que la deuxième phase chez nous, c'est on va vraiment implémenter le changement. D'une partie, ça veut dire développer des nouveaux outils, des applications, je sais pas. Et d'autre partie, c'est aussi, et ça c'est en fait le plus grand challenge dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas la partie digitale. En fait, développer de nouveaux outils, ça c'est pas le grand challenge. Le grand challenge, c'est de changer. C'est nous en fait. C'est les gens qui travaillent dans l'organisation, qui ont une zone de confort créée et ils voient l'implémentation d'un outil digital comme quelque chose qui attaque leur zone de confort. Alors je dis toujours, dans la transformation digitale, ce n'est pas la technologie qui est le challenge, ce sont nous. Le changement humain. Le changement humain, exactement. Et en fait, je prends un site guide. C'est en fait une contradiction parce que si tu vois le talent unique des humains, de nous, hein, des humains, qui a fait qu'on existe toujours. Une capacité d'adaptation. Exactement. Ouais. Alors, c'est exactement ça depuis 60 ans d'évolution. C'est parce qu'on adapte toujours et nous sommes créatifs et on a de confiance dans les autres. Hein, que moi, je sais quelque chose à faire, toi, tu connais quelque chose à faire. Si on met ça ensemble, ça peut marcher. Mais aujourd'hui, quand tu commences à transformer, ce talent est poussé. Je trouve ça, il y a beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance au changement. Voilà. Alors, on implémente la stratégie, mais ça ne veut pas seulement dire développer les applications, mais surtout être un guide pour le changement. Donc, accompagner le changement des pratiques, Exactement. l'utilisation et les processus, et ainsi de suite. Exactement. Ça, c'est 2. Et 3, tu peux avoir une application, l'organisation a changé, mais il faut avoir un peu de marketing aussi. Et quand tu vois dans le passé, l'IT et marketing, c'était deux mondes complètement séparés. Ouais. Et aujourd'hui, quand le software ou les outils digitaux deviennent dans le corps du business model, ce sont les clients qui vont l'utiliser, ce sont les clients qui vont payer pour ça. Oui. Alors, c'est plus possible d'être séparé. Non, tout à fait. Il faut faire du marketing. Ouais. Et alors, ouais, pour nous, ça ne sert à rien de faire une stratégie, de l'implémenter et après, on pense que tout le monde va utiliser ton application. Non, tu dois aller raconter l'histoire. Ça doit être joli, ça doit être customer journey. Il faut la vendre. Alors, tu peux résumer ça des projets digitaux de A à Z. Mais c'est comme dans l'immobilier, tu as l'architecte, tu as les gens qui construisent les bâtiments et après tu as des gens qui vont t'aider pour mettre les fauteuils et pour t'aider à déménager. Exactement. Oui, et à t'installer. Voilà. Ok. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que iFluence est une entreprise qui n'est pas tout à fait comme les autres en termes de gouvernance. Vous pratiquez ce que Frédéric Laloux raconte dans son bouquin, ce qu'on appelle les entreprises opales, TIL en anglais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de comment ça fonctionne chez iFluence? Combien de temps est-ce qu'on a? Il faut être synthétique, va à l'essentiel. Où est-ce qu'on a... D'abord, où est-ce qu'on est... Pourquoi est-ce qu'on a commencé, est-ce qu'on a lancé de nous organiser et gouverner comme ça? C'est un processus très organique. Oui, organique. Organique.
On a déjà fait beaucoup de projets dans des très grandes entreprises. Et il y a quelque chose que tu vois partout. C'est comme j'ai dit, au début de ma carrière, je ne comprenais pas pourquoi une entreprise a des compétiteurs externes, mais aussi internes dans l'entreprise, tu as de la compétition. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des décisions prises, mais il n'y avait pas de transparence. Pourquoi une décision a prise? Il y avait beaucoup d'ego. Parce que quelqu'un devient manager, il est plus qu'un autre. Et moi, parce que peut-être j'ai toujours essayé de choisir mes menteurs très... je suis quelqu'un qui vraiment cherche des mentors, et je m'ouvre vraiment, je veux savoir, je veux connaître ce que tu sais, aide-moi. Et moi, dans mes expériences personnelles, j'ai toujours vu que les gens avec le plus grande valeur dans l'entreprise, c'était presque jamais les gens qui étaient managers. Presque jamais. On vient de perdre une partie de l'auditoire. Non, continue. Et ça n'a rien à faire avec les gens. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ça a tout à faire avec le système. Un manager, l'organisation lui demande de contrôler. Il a presque plus de temps pour créer de valeur. Il doit contrôler les gens qui créent la valeur, tu vois. Alors, il n'y avait pas beaucoup de transparence. Essayer d'implémenter un changement était super difficile. Tout allait super long. Et pour moi, de tous ces exemples, pour moi, c'était l'exemple le plus applicable sur moi. C'était, il y avait beaucoup de décisions qui étaient injustes pour moi. Injustes, que je me sentais... c'est une décision parce que le système dit ça doit être comme ça, mais si tu penses avec logiquement, du bon sens, si tu penses avec l'intérêt des gens, il n'y avait pas de logique. Oui, c'est ça. Alors, on a commencé quand je commençais avec Hifluence, on a dit notre mission c'est d'aider d'autres entreprises à développer leur futur. Bedrijf van de toekomst worden. Et j'avais aussi horreur des agences consultantes qui viennent adviser les clients, mais si tu regardes interne dans leur organisation, rien marche. Oui, c'est ça. Oui. Il y avait ce sont des consultants d'IT. Oui. Tu visites leur bâtiment, il n'y avait pas de Wi-Fi, par exemple. Oui. Ça j'ai horreur de ça. Alors, je disais, ok, on va essayer notre client, mais on doit donner l'exemple. Et un domaine, c'est de gouvernance et la structure d'organisation. On avait bien sûr déjà beaucoup d'expérience de Agile Development. Oui. Et Agile, c'est un peu, pas un peu, c'est la phase avant Deal Organizations. Alors, on avait déjà ce mindset dans l'organisation, mais maintenant, je vais être super honnête. La raison pour laquelle, pour moi personnellement, on est allé de Agile Mindset à Deal Mindset, c'est parce que dans la première entreprise et dans le groupe, je voyais que dès que quelqu'un doit superviser plus de 10 personnes, tu arrives plus à... pour moi personnellement, j'arrivais pas plus à faire toutes les choses que je voulais faire. En tant que manager.
En tant que manager. Quand il y avait plus de 10 personnes. Ouais. Parce que, au lieu que. Ce que je voyais, c'est tous les gens viennent chez toi avec des questions. Aujourd'hui, ils me demandent d'advice. Mais c'est. Avant, c'était des questions et moi, je devrais décider on va à gauche ou à droite. Maintenant, c'est je vais aller à droite, qu'est-ce que tu penses? C'est ça. Tu demandes du conseil, quoi. Voilà. Ton avis. Ouais, mon avis. Et il me demande mon avis, mais il demande aussi l'avis de 2, 3, 4 autres personnes. Et c'est avec cet avis qu'ils prennent leurs décisions. Donc c'est eux qui décident, c'est plus toi. Voilà. Alors si tu dis, avant dans les grandes entreprises, je voyais des décisions étaient prises super longues. Ouais, maintenant, chez nous, la décision de quelqu'un est prise. Ça, c'est le point de départ. Il prend la décision. Mais avant qu'il commence à implémenter la décision, il demande d'advice, de conseil. On demande l'avis de tout le monde. Alors, pour retourner à ta question, pourquoi est-ce qu'on a commencé avec Teal? C'est parce qu'on était déjà dans le Agile Mindset. On voyait chez nos clients qu'il n'y avait pas assez de transparence, qu'il n'y avait pas assez de responsabilité, que les décisions étaient super longues. On prenait la phase prochaine qui est Teal, et en fait, on était déjà quelques mois dans l'implémentation quand je lisais le livre de Frédéric. Et je me disais, c'est une révélation. Tout ce que tu portais en toi, il l'a écrit. Parce que ça, pour moi, ça c'est ce qu'il a fait super bon. Hein. Il a donné un miroir au monde qu'il y a déjà, sont pas des projets ou des entreprises séparées. Non, il y avait beaucoup d'entreprises qui ont déjà vu le système maintenant, qui nous a donné, et ça je dis aussi toujours, qui nous a donné beaucoup de valeur économique dans les 30 ans qui sont au moins. Mais le monde a changé et on voit que le système là, il y a des choses qui ne matchent pas avec le monde d'aujourd'hui. Un monde qui change tous les jours a besoin d'une structure d'organisation qui est aussi capable de changer tous les jours. Et il y avait des gens qui m'ont déjà dit, vous êtes toujours en bêta mode. Et c'est vrai. L'organisation qu'on a maintenant, ce n'est pas l'organisation qu'on va avoir dans 3 mois. Nous sommes toujours en bêta mode parce que le monde change. Et puis il y a cette approche aussi avant, on avait toujours un point de départ et un objectif final. Et le but était d'arriver à l'objectif. Maintenant, je suppose que tu es plus dans ce chemin de goûter ce présent de l'état dans lequel tu es et de te dire le pas suivant sera celui-là pour aller encore plus vers ce sens que nous avons. Mais l'intérêt n'est pas d'arriver quelque part. L'intérêt, c'est ce chemin que tu suis dans la transformation de ton entreprise et qui va probablement de pair avec ta transformation personnelle et ceux de chacun des membres de ton entreprise. Exactement. Ça, c'est aussi un exemple que je n'avais pas encore donné. Beaucoup d'entreprises où j'ai travaillé, le résultat financier était le but d'entreprise. Et tout le monde manageait ou travaillait avec ça dans la tête. Pour nous, le résultat financier, c'est un résultat. Ce n'est pas un but. Et ce n'est certainement pas le but des gens qui travaillent chez nous. Et ce n'est certainement pas le but de l'organisation. Parce que le but de l'organisation, et ça c'est le plus important pour moi, c'est le purpose, la mission. Qu'est-ce que le groupe de gens qui travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils vont améliorer le monde? Voilà. Ça, c'est le but d'organisation. Le deuxième but d'organisation, c'est de supporter tous les gens qui travaillent là à faire leur part
dans le groupe pour réaliser la première but. C'est ça. Alors, j'ai trouvé ça toujours un peu bizarre qu'un employé commence à travailler pour une organisation. Pour moi, c'est le contraire. L'entreprise rentre dans la vie de la personne et commence à travailler, à supporter la personne pour faire son part dans le groupe pour réaliser le common goal. Ouais, c'est l'entreprise qui est une ressource, ce n'est pas l'homme qui est une ressource. Exactement. Ouais, je te rejoins tout à fait Exactement. dans ce que tu dis. Ouais. Alors concrètement, iFluence aujourd'hui, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comment? C'est super amusant d'abord. Comme tu dis, à part de notre mission, on n'a pas vraiment des targets spécifiques, des résultats qu'on veut. On a un cadre, un cadre, et on envoie le process. Et quand tu vois le cadre, Ouais, c'est ça ce que je vais expliquer. Alors, la mission est super claire. On veut aider d'autres entreprises à développer leur futur. Et on fait ça dans 3 domaines, comme j'ai expliqué. Et pour faire ça, nous sommes organisés dans des équipes. Alors, on a les 2 équipes sont en termes de rôle dans l'équipe, des responsabilités pour utiliser des termes que tout le monde comprenne, similaires. Alors, dès que tu as ta mission, tu vas te demander quelle activité est-ce qu'on doit faire dans toute l'entreprise pour réaliser cette mission-là. Et ça peut être super banal. Ça peut être donner de l'eau au plan. Bien sûr, on doit faire des activités commerciales. On a tous les rôles que tu as dans nos projets d'implémentation. On doit envoyer des factures fin du mois. On doit faire du finance. C'est quoi? Et un rôle, c'est une activité que tu fais au moins une fois par an. C'est une liste super longue. Donc tu as fait la liste de tous les rôles possibles à faire, pour faire dans une année. Ouais. Tu as fait une liste comme ça. Okay. Voilà. Et puis tu as 2 équipes. Ouais, attends. Et puis tu demandes aux gens dans l'entreprise, qu'est-ce que tu veux faire? Donc quel rôle tu veux prendre? Ouais, quel rôle t'intéresse? Ouais, quel rôle t'intéresse? Parce que tu es passionné, tu sens, ça c'est le rôle que je veux prendre dans cette grande mission. Et j'ai déjà fait ça. Ou bien je sens la passion et je veux l'apprendre. Alors, même si quelqu'un qui n'a pas d'expérience, s'il est vraiment passionné de, par exemple, faire des activités commerciales, c'est un développeur, mais il dit, je suis passionné de parler avec des clients, je veux au moins essayer de prendre ce rôle, il doit avoir l'opportunité de le faire. Okay. Alors là, tu sais, ça sont toutes les activités qu'on doit faire pour réaliser notre mission. Bien sûr, ces rôles, ils ne sont pas fixes. Je vais t'expliquer, le processus governance, ça change, ça peut changer, des nouveaux rôles ou des rôles qui sont éliminés tous les 1 ou 2 mois. Ça, j'explique tout de suite. Alors, tu as tous les rôles, tu sais quel rôle tes employés, les gens d'iFluence veulent faire. Là, il y a toujours une partie des rôles que personne ne veut faire. Ouais. Là, tu dois discuter. Ok, ça doit être fait. Il y a quelqu'un et ça se résoudre. Mais là, en tant que patron, tu dis bon bah écoutez. Là, non, pas du tout. Non. Bon. Alors, tu sais déjà les gens que tout le monde veut faire. Et là, tu dis ok, une équipe, c'est comme dans la nature en fait. Imagine que chez nous, une équipe. Pour couvrir tous les rôles dans une équipe, tu as besoin de 6 personnes. Alors, dans la nature, qu'est-ce que tu as? Tu as un organisme, tu as d'abord un cell,
tu as 2 cellules, Cellule. 4 cellules, Oui. 4 cellules, 8 cellules. Oui. En fait, c'est un peu le même principe. Une équipe chez iFluence, tu as besoin de 6 personnes complémentaires pour faire tous les rôles. Il commence à grandir, 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes. À partir de 10 personnes, tu as une deuxième équipe. Tu coupes en deux, d'accord. Tu coupes en deux. Alors chez nous, quand on commençait avec Thiel, on était à peu près 12 personnes. Alors on disait, ok, avant, on a fait une erreur, non, on a appris. D'abord on avait dit, on va faire 3 équipes C'est la même qui chose. sont, on va faire 3 demi-équipes. Hein? Alors pas des équipes complètes, mais des équipes qui sont demi-complètes parce que ça donne de volonté pour grandir. Ok. Hein? Mais maintenant, après, on a appris que non, c'est mieux d'avoir deux équipes à peu près complètes et de grandir de là. Et dès que, comme j'ai expliqué, tu as 9 ou 10 personnes dans une équipe, tu coupes et tu commences avec une nouvelle équipe. Alors, tu as ta mission, tu as tous les rôles que tu dois faire pour réaliser ta mission. Tu demandes les employés quel rôle est-ce que tu vas faire. Et tu regardes, on était à 12 personnes et tu essayes de construire 1 ou 2 ou 3 équipes avec lesquelles tu peux supporter tes clients. OK? Et donc, tu n'as pas de service comptable, tu n'as pas de service de ressources humaines, tout ça est dans les équipes. Ouais, il y a une condition super importante, c'est que tu crées un cadre où ça c'est possible. Si c'est super compliqué d'envoyer une facture, bah, c'est pas facile d'apprendre ça à 2 personnes, si tu as 2 équipes, pour envoyer des factures. Alors, Donc là, c'est la digitalisation. exactement. Exactement. Ça doit être aussi pour rapporter les chiffres financiers. Si c'est super complexe, ouais, personne ne va le faire. Tu as besoin d'un spécialiste. Mais si la technologie digitale est là, les systèmes sont là pour rapporter très facilement, tu as juste besoin de quelqu'un qui a le rôle de rapporter les chiffres à son équipe. Tu comprends? Ouais. Alors, et aujourd'hui, chez nous, ça c'est vraiment un projet continu. Continuous improvement, Oui, en fait. En amélioration continue. Ouais, amélioration continue. Mais toujours, cette amélioration continue, c'est quoi les priorités? C'est supporter les équipes. C'est supporter les gens qui travaillent chez nous. C'est comme ça qu'on met les priorités de projets internes, d'optimalisation. C'est OK, c'est quoi que les équipes, les gens ont besoin pour être plus self-independent, pour prendre plus de décisions eux-mêmes, pour faire plus de tout eux-mêmes. Le but, c'est d'avoir zéro overhead. Ça, c'est le but. Et qui va alors s'occuper de ces projets d'amélioration continue? Ça, c'est dans les équipes ou c'est en dehors? Très bonne question. Tu as 2 équipes. Et si tu as ta mission, rôle, 2 équipes, la prochaine phase, c'est d'implémenter les processus de décision. Et en fait, tu as besoin de 2 processus de réunion qui éliminent presque toutes les autres réunions. Et là, on est inspiré par Holacracy. On utilise le Tactics Meeting Process of Holacracy. Le but, c'est weekly status meeting dans l'équipe pour avoir transparence et pour résoudre les tensions. Et une tension, ça veut dire que quelqu'un, dans son rôle, il veut aller de A à B. C'est leur choix, comment de définir B et le chemin à B pour y arriver. Et dès qu'ils sentent une tension, pourquoi ils n'arrivent pas à arriver à B, ils le mettent dans le Tactics Meeting. Alors chaque semaine, il dit ouais, en fait, pour réaliser ça, j'ai besoin de cette information. Pour avoir ça, j'ai besoin de toi. Alors, c'est vraiment de mettre des tensions. Ça, c'est vraiment un meeting opérationnel. Est-ce qu'il se fait au niveau
des équipes ou Ouais. au niveau de l'ensemble de l'entreprise? Ouais, tous les entreprises, tous les réunions sont Par équipe. par équipe, ouais. Ok. Deuxième réunion dans l'équipe, c'est pas par semaine, mais Mensuel. mensuel ou Bimensuel. bimensuel. Et ça n'a rien à faire là, avec les opérations, c'est vraiment réfléchir la manière dans laquelle on travaille ensemble. Alors, les rôles qu'on a, est-ce qu'ils sont complets? Est-ce qu'on doit éliminer des rôles? Est-ce qu'on doit ajouter des rôles? Le process de prendre des décisions, est-ce qu'il y a assez de transparence? Il y aura des gens qui disent vous avez t'as pris cette décision, mais en fait, la décision n'était pas à toi à prendre dans ton rôle. Pourquoi est-ce que et c'est vraiment comprendre la manière dans laquelle on travaille ensemble et la manière dans laquelle les décisions sont prises. Donc c'est à la fois ajuster, je dirais, les process Ouais, et les outils, les rôles, mais également ajuster l'attitude de chacun par rapport à l'utilisation. exactement, La façon exactement. dont il joue le rôle, qui prend le rôle, qui utilise les processus. Exactement. En fait, le but, c'est la première part, de vraiment improver et améliorer la manière dans laquelle on travaille ensemble, les processus, les rôles et tout ça. Dans les deux meetings, le Tactics Operations Meeting et le Governance Meeting, en fait, un but général, et ça c'est le rôle du facilitateur, il a qu'un but, c'est de regarder et coach les gens de travailler dans le système qu'ils ont construit ensemble. Ouais, ouais. Et alors, le governance meeting, il est également par équipe. Par équipe. Donc Ouais. tu as jamais de réunion au niveau de iFluence. Si. Mais ça, j'appelle ça pas une réunion. Pour moi, ça sont des rituels. Alors, les deux réunions, c'est opérationnel, arriver à A à B avec l'équipe. Deuxième, c'est améliorer la manière dans laquelle on travaille ensemble. Et après, tu as beaucoup de rituels pour créer de l'enthousiasme, pour créer encore plus de transparence au niveau de l'entreprise. Par exemple, tous les 3 mois, on a un jour, ça s'appelle un iFluence Day. On invite tous les gens qui travaillent chez iFluence, mais aussi tous les gens qui veulent commencer chez iFluence. Et là, c'est vraiment un open afternoon. Il y a bien sûr, on partage d'informations. Oui, on partage d'informations. Un partage d'informations, est-ce qu'on est mais vraiment mission-based, comment est-ce qu'on a réalisé notre mission dans les 3 mois qu'on a eu, qu'est-ce qu'on va faire les 3 mois qui viennent. Mais c'est le plus important de cette rituel, c'est de connecter, vraiment de connecter. Moi, et de parler d'émotions, je me sentais comme ça, et vraiment d'avoir, tu peux venir une fois, parce que moi je suis dans le moment, je ne suis pas objectif, mais les gens qui veulent commencer chez iFluence et qui visitent un iFluence Day, ils disent tout que c'est du jamais vu. Parce que, et ça c'est la partie d'amour, on n'a pas, au début tu as dit amour, ça c'est dans ces journées que tu le sens vraiment, et c'est un des manières dans laquelle l'organisation supporte les gens, c'est de créer un cadre, de dire, tu peux être confiant, tu peux avoir confiance. Si tu tombes, nous sommes là. Tu peux être authentique. Tu peux être toi-même. Et ça, c'est vraiment... depuis la première entreprise où j'étais partenaire, j'ai toujours dit à tous les gens avec qui je travaille, tu peux dire tout à moi. Et tu sais,
les gens, ils ne le font pas. Non. Si tu crées pas des moments, on fait, ça c'est une autre partie, on fait aussi des formations pour aider, pour coacher les gens qui travaillent chez nous, d'être soi-même, d'être authentique. Si tu sens de la tension, pour une raison ou d'autre, dites-nous, comment est-ce que tu parles de tes tensions? Et on fait des formations de time management et de mail management et de financial management. Mais où sont les formations d'apprendre les gens? Comment est-ce que je dis à quelqu'un, je ne me sens pas bien avec ce que tu m'as dit. Tu m'as vraiment attaqué personnellement. C'est ce qu'on fait. 90% des gens, ils sortent la réunion, ils vont prendre un café et ils disent à quelqu'un d'autre qui est pas du tout dans le contexte. T'as vu ce qu'il m'a dit, quel emmerdeur, c'est encore la même chose, ça fait des mois que ça dure. Exactement. Ou des réunions, il y a deux gens qui discutent, qui shoutent, qui s'engueulent. Il y a six d'autres personnes qui sont là. C'est 1 heure ou 2 heures, ça coûte incroyablement beaucoup d'argent, mais ça coûte encore beaucoup plus en termes d'émotion. Ouais. Et ça sert à rien. Mais c'est parce qu'on n'a pas appris de reconnaître notre tension personnelle et exprimer ça. Alors des rituels comme le High Fluence Day, c'est aussi pour ça. C'est pour vraiment créer un cadre super informel où les gens vraiment expriment leurs émotions. Et c'est fantastique en fait. C'est cadeau. Ouais. J'ai des... Quand tu en parles. Ouais, sans vraiment, émotion quand tu en parles. Alors, je ne sais pas, qui est le patron chez iFluence? Qui est le CEO? En termes traditionnels, moi je suis le CEO. Donc sur papier, je veux Sur dire, légalement. sur papier. Et la première décision comme CEO que j'ai prise, c'est que c'est la dernière décision que je vais prendre. D'accord. La première décision que j'ai prise comme CEO, c'est dire, ceci c'est la dernière décision que je prends moi-même comme CEO. Toutes les décisions qui vont suivre vont venir du système qu'on va créer. Toutes les décisions vont être le résultat des processus d'advice et décisions basés sur le mindset de self-managing or self-organizing. Ouais, c'est ça. Donc là, tu parles du processus de décision dont parle Lalou dans son livre, le Advisory Process. Advisory Process, Tactics Meeting, Governance Meeting, voilà. tout ça. Exactement. Ouais, exactement. Et alors, bien sûr, je prends quelques rôles dans l'organisation. Par exemple, des choses comme une interview, aller parler d'iFluence, fin d'un processus d'advice sur la structure de iFluence. Il y a deux camps en fait dans iFluence, deux groupes. Un groupe qui dit on doit aller à droite et un groupe qui dit on doit aller à gauche. Si le topic est la structure d'organisation, c'est mon rôle de dire ok, on va à gauche ou on va à droite. Mais par exemple... Donc vous avez défini un rôle qui est un peu le gardien de l'organisation. Ouais, en fait, on a l'autonomie de décision, tu l'as dans tous les rôles. Alors, on a dit, on doit avoir quelqu'un qui a d'autonomie de décision dans la structure dans laquelle nous sommes organisés. Et bien, c'est seulement s'il y a deux groupes. Si je demande d'advice, est-ce qu'on va faire ça ou on va faire ça? C'est moi qui réfléchis comment est-ce qu'on peut improver avec tout l'input que je reçois de l'organisation. Je présente un plan. Si tout le monde dit go, go, s'il y a deux groupes, c'est toujours à moi de dire ok. Mais par exemple, pour faire la comparaison, le website par exemple, c'est quelqu'un qui a commencé il y a 1 an chez nous et lui, il décide ce qu'il fait avec le website. Moi, comme CEO, comme fondateur de l'entreprise, je peux dire, je t'advise de faire le website comme ça ou comme ça. Il peut prendre mon advice,
Mais s'il décide de faire complètement autre chose, c'est à lui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le principe de la sollicitation d'avis. Donc on est obligé de demander l'avis de l'autre, mais on n'est pas obligé de suivre ses conseils, quoi. Exactement. C'est moi qui décide en final parce que c'est mon... Ouais. Parce que tu crois que les gens qui prennent le rôle ont le talent et ils ont des bonnes intentions. Ouais. Et ça, c'est un grand shift pour beaucoup de gens. Hein. Ouais. Quand moi, je parle de notre philosophie, il y a beaucoup de gens qui disent « vous êtes fous ». Les gens n'ont pas de bonnes intentions. Oui, ça c'est une croyance fondamentale. Et comme on dit, toute croyance est vraie. Voilà. Si tu crois que dans ton équipe, les gens ont de mauvaises intentions, tu vas voir, Exactement. tu vas voir partout des mauvaises intentions. Si tu crois par contre qu'ils sont bons et honnêtes et compétents, tu vas voir leurs compétences. Et en plus, Pierre, dans notre trajet, bien sûr, il y avait des gens, il y en a eu des gens qui ont quitté l'entreprise. Ouais. Ouais. De plus que tu fais des décisions et des choix conséquents à ta mission, de plus la mission devient claire, de plus de gens qui peuvent connecter, ça devient de plus en plus facile. Je sens ça chez moi aussi, mais le contraire est aussi vrai. Hein. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que plus l'identité de l'entreprise est clarifiée, donc vraiment ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire sa mission et ses valeurs, plus finalement il est facile pour des gens de s'y attacher, mais aussi pour des gens de se dire non, ça c'est pas chez moi, je ne suis pas là chez moi, et donc je quitte. Et ça c'est, j'ai commencé de raconter l'histoire du groupe, et ça c'est la raison que à peu près presque il y a un an, on a décidé de chercher notre aventure seul. Alors, oui. C'est ça, vous avez racheté les parts du groupe exact. qui était actionnaire. Parce que de plus en plus, et ça ne dit rien du groupe, parce que le groupe était fantastique, ils nous avons supporté au début, et sans eux, il n'y aura pas d'influence, ça c'est clair. Mais tu évolues, et de plus en plus qu'on trouvait notre identité, on voyait que ce n'était pas la même chose que l'identité du groupe. Oui. Et ou bien tu restes dans ce contexte et tu as extrêmement beaucoup de tension, ou bien tu dis, vous avez votre identité, nous avons le nôtre, et on c'est le moment de se séparer, et il n'y a pas de problème avec ça. Non. Et chacun, on va grandir, voilà. Et voilà. Tu as plusieurs fois parlé d'ego, et je t'ai déjà entendu sur d'autres vidéos aussi parler d'ego. Je suis justement en train d'écrire un article entre autres sur l'ego, qui pose vraiment beaucoup de difficultés, je dirais, aux patrons et surtout à ceux qui travaillent pour eux. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur l'ego, justement, et ton expérience par rapport à ça? Tu me donnes une opportunité ici, hein? Très bonne question. En fait, le cerveau a vraiment deux côtés, hein, le côté gauche et le côté droite. Le côté droite, il n'a aucune idée de moi comme identité unique. Il voit moi comme une partie de l'univers. Le côté gauche, lui, il est au contraire. Lui, il va vraiment regarder Nick, hein, la personne unique, et nous ne sommes pas ensemble, tu es quelque chose de différent à moi. Partie droite va toujours, n'a aucun sens du futur ou du passé. Dans le présent. C'est toujours dans le présent et connecté avec toute la vie, toute la matière dans l'univers. Côté gauche, il va prendre il regarde au passé pour prendre des décisions maintenant pour avoir le futur. On a besoin des deux. Ça c'est clair. Hein. Sans la partie gauche, on n'avait pas appris ici de ne pas manger toute notre nourriture dans l'été parce qu'on savait dans l'hiver on n'a rien, mais on peut. Ok. Alors on a besoin des deux parties.
Le problème aujourd'hui dans les organisations, c'est que la partie gauche, on ne sait plus comment on doit l'utiliser. On l'utilise pour beaucoup plus que résoudre des problèmes logiques. Alors c'est un outil super powerful, il y a beaucoup de puissant, mais on l'utilise aussi pour juger ce que tu fais. En fait, juger nous-mêmes aussi. Je fais ça bien, je fais ça pas bien. C'est notre équipe. Je suis excellent, je suis nul. Exactement, je suis excellent, je suis nul. Ah ouais, mais même l'histoire vous contre nous, t'as ça, l'équipe de marketing, c'est contre l'équipe de IT, ou l'équipe d'IT et l'équipe de sales, ça... Il y a les comparaisons entre exactement. Avec d'autres. Et ça crée, au lieu d'un contexte de peace, de paix, d'harmonie, où tu peux prendre des décisions authentiques, nous sommes constamment en train de prendre des décisions dans un contexte de tension. Et tout le monde sait que, ou bien tu es dans un contexte de panique, tu ne penses plus, tu réagis, c'est instinct, ou bien tu es super relax, comme maintenant, tu peux me demander ce que tu veux et je réponds avec mon cœur. Mais la plupart du temps, dans les organisations, nous sommes au lieu de ça. On sent beaucoup de tension et on va prendre des décisions pas pour le grand, dans le purpose, mais contre toi, contre moi. Et c'est pour ça que je dis, et ça c'est pour moi l'ego. L'ego, c'est tous les types types de personnalités que des gens prennent, qui sont différents à leur personnalité authentique. C'est ça. Et tu as l'air de lier aussi l'ego au fait de se déconnecter du sens. Ah, tout à fait. Ouais. Ah. Où on va vraiment être dans le jugement ou dans la comparaison. Me mettre en avant ou diminuer l'autre, juger ce que fait l'autre. Moi, je trouve ça super bizarre, mais c'est l'aventure de notre évolution. Hein. On a reçu un outil qui est super puissant, mais on ne le sait pas encore utiliser quand on veut. Hein, tu te réveilles et tout de suite il y a... mais si, je regarde beaucoup de documentaires sur l'univers. Nous ne sommes pas vraiment importants. Hein. La seule chose qu'on a à faire ici, c'est santé et trouver comment est-ce que je peux attribuer, créer de valeur pour le monde et d'essayer de faire ça tous les jours, chaque minute. C'est ça. Je reviens à ce que je disais au départ. Je veux vraiment, moi, j'ai commencé à parler d'amour en entreprise il y a 2 ans. Les gens me traitaient de fou. Tu vas quand même pas parler d'amour en entreprise et ainsi de suite. Je leur dis, écoute, l'amour c'est important pour toi, oui ou non? Et les gens me disaient, bah oui, évidemment, c'est important. C'est important ou c'est très important? Ben non, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et donc, ce qu'il y a de plus important pour toi, tu ne veux pas le prendre avec toi dans ton travail. Tu travailles combien d'heures par jour? 10-12. Ok, donc pendant plus de la moitié de la journée, et encore le restant de la journée, il y a 8 heures de sommeil. Donc pendant la grande majorité de ta journée, tu te prives de ce qu'il y a de plus important. Et il y avait comme ça une certaine résistance. Pour toi, l'amour en entreprise, c'est quoi? On parle de quoi? Quand tu évoques ça, d'abord, c'est normal qu'il y ait beaucoup de résistance. Pourquoi? Parce que tu parles de, pour moi, la seule, le centre de notre existence. Et parce que c'est si profond, dès que tu commences à parler de l'amour dans une entreprise, un contexte où, pour beaucoup de personnes, ils ne lient pas l'amour avec une organisation, c'est normal qu'ils... Qu'est-ce que tu dis? Alors c'est normal qu'il y ait de la résistance. D'amour, pourquoi je parle d'amour chez Highfluence?
quand je vais parler chez des autres entreprises, je parle de consciousness, conscience, hein, d'être conscient du fait que de ton rôle ici, de ton rôle dans le grand intelligence de l'univers, en fait. Et c'est une organisation avec beaucoup d'amour, c'est où tu acceptes l'ego de l'autre. Alors, tu acceptes tout le monde qui est là, et ça commence à accepter qu'on a tout d'ego. Et d'être une miroir, avoir une relation de confiance, on peut dire, est-ce que tu es sûr que tu veux dire ça ou est-ce que c'est ton ego qui est en train de parler ça? D'abord, c'est un sentiment personnel, que tu sens dans l'organisation que tu peux être authentique chaque minute de ta vie et de ta vie professionnelle. Vivre l'amour en entreprise, c'est de permettre à chacun d'être réellement lui-même. Et de l'accueillir tel qu'il est. Exactement. Mais ça commence avec toi. Avoir d'amour, ça commence pour toi-même, ça commence à te donner, à accepter qui tu es et d'être cette personne. S'aimer soi-même, c'est s'accepter soi-même et me laisser vivre. Et ma vie. Voilà. Et si tu travailles dans une entreprise avec des gens qui ont cette intention, ça veut dire, logiquement, que tu acceptes aussi les autres. Ouais, c'est ça. Quand ils sont authentiques, mais aussi quand ils ne sont pas authentiques. Et que tu aides les autres à devenir plus authentiques. Parce que ce que tu appelles être miroir. Voilà, ça c'est ce que j'appelle être miroir. Parce que tu crois, comme groupe, de moins d'énergie on met dans être des choses que nous ne sommes pas, et de plus d'énergie qu'on peut mettre dans la raison pour laquelle nous sommes ici ensemble, le plus de valeur on va créer. Et pour faire ça, pour donner un exemple très, très pratique que tout le monde va reconnaître, c'est vraiment le concept d'une réunion. Souvent, les gens rentrent à la réunion déjà avec des jugements, déjà avec des idées, je vais faire ça, ou je vais d'abord poser cette question à lui. Probablement, il ne va pas avoir la réponse. Alors là, je vais là. Et après, moi, je vais mettre mon idée sur la table. Et Viviane, elle n'ose pas parler quand les hommes sont en train de parler. On ne doit pas avoir peur de Viviane. Peut-être Viviane, elle est super créative. Elle peut avoir la solution, mais non. Ça, c'est ego. Et tout le monde le sent. Tu le sens quand tu as du tension. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi et tu prends ça super personnel. Tu prends ça sur toi. Mais la personne, il ne dit pas que tu es un criminel. Hein. Il dit juste, ouais, j'ai une autre vie. Alors, d'amour dans une organisation, c'est tout le monde a l'espace de dire très authentiquement, pas pour convaincre un autre, mais pour dire, ça c'est mon idée. Ça c'est quand je sens que moi, ça c'est ce que je sens, ça c'est ce que je pense. Et que tout le monde a l'espace de faire ça. Et tu peux partir le débat, la discussion, ça c'est la base de la discussion. Tout le monde a le temps. S'il y a des gens qui ont peut-être besoin d'un jour pour capter l'information et après donner leur aide, tu as des gens qui pensent très vite et qui disent après une minute leur opinion, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de 3 heures, 4 heures, un peu de temps pour
vraiment capter l'information, de former une idée et après donner leur idée. Dans une organisation où il y a de l'amour, la priorité est d'avoir l'opinion de tout le monde au lieu de non, 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 on doit décider maintenant, tu vois? Oui, d'accord. Ça, c'est un exemple pratique dans une réunion. Ça, je vois beaucoup. Et on implémente un processus de checking dans une réunion. Oui. Tu commences la réunion avec un tour de table où tout le monde dit comment ils sont dans la réunion. Peut-être ton fils est malade et tu n'es pas concentré. Et dis ça au début du réunion, que tout le monde sait. Ok, moi je suis demi aujourd'hui ici parce que mon fils est malade. Mais plupart d'organisations, plupart des gens, ils font pas ça. Et les réunions, c'est quoi? Il faut laisser sa famille et sa vie privée à l'entrée de l'entreprise. Voilà, exactement. D'accord. Je te remercie, ça me précise assez bien. Tu avais parlé aussi amour, expérience. Donc, iFluence, c'est une expérience? Expérience, en plus c'est experiment. Oui. C'est expérience, c'est experiment en français. Le verbe c'est expérimenter. Expérimenter. Et un experiment c'est une expérience. Ok, j'apprends du français. Ouais, exactement. iFluence c'est une expérience. D'abord, on veut expérimenter avec des choses nouvelles dans l'organisation, avec des nouvelles technologies digitales. Parce que si un jour on veut aller conseiller notre client de faire ça, je trouve que il faut le faire toi-même d'abord. Et c'est pour ça beaucoup de conseils qu'on donne, c'est pas quelque chose qu'on a pris dans des écoles business. On a fait des écoles business, bien sûr, beaucoup de formations, mais la plupart des conseils, c'est parce qu'on a essayé nous-mêmes. Et comme ça, iFluence est une constant beta mode, c'est un peu un synonyme pour un expériment. Et tout le monde qui veut partager un autre expériment, je dirais, il est bienvenu, il peut venir, je dis toujours il, est-ce que je dois... Tout le monde, oui, tout le monde, il ou elle, j'aime les femmes, je veux pas discriminer. Alors, dans tout ce processus que tu as vécu, donc je peux t'interrompre? Oui, je t'en prie. Ça c'est la dernière chose sur l'amour. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. On a, pas parce que c'était un but, mais juste parce qu'on a tracté des hommes et des femmes, on est 50-50. Et je dis, la puissance de l'énergie d'avoir des hommes et des femmes dans une équipe, c'est énorme. C'est énorme. Et je viens des entreprises qui sont plutôt masculines, d'IT, 90% hommes, 10% des femmes. Peut-être vendredi soir, c'est plus amusant pour boire des bières, mais même ça, c'est une blague et c'est pas la réalité. Mais en termes d'entreprener, d'avoir puissance dans l'organisation, je comprends pas pourquoi c'est un sujet de discussion en fait. Qu'est-ce qui est difficile en fait dans ce que tu vis aujourd'hui? Quelles sont vraiment les grosses difficultés que vous avez dû résoudre dans le fait de mettre en place une gouvernance qui est tout à fait partagée, où il y a une structure, mais il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de pyramide. Il y a une répartition de rôles, comme tu l'expliquais. Qu'est-ce qui a vraiment été difficile, où tu t'es dit, tiens, là, ça a failli échouer, quoi? Ego. Alors, le tien? Hein? Celui de tout le monde? Tout le monde. Je donne un exemple personnel. D'un jour à l'autre, moi, je suis quelqu'un qui pense très vite et j'ai le talent de prendre des parties d'informations de partout et de décider. Bam, on y va. Maintenant, avant, je pouvais faire ça dans tous les domaines de iFluence. Aujourd'hui, je peux seulement faire ça dans les rôles que j'ai dans l'organisation. Et encore, tu dois demander l'avis des autres. Exactement. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre.
dans le même domaine, je dois aussi apprendre quand des gens viennent avec des questions, je disais camouflées, hein, en fait, ils veulent demander... Dis-moi ce que je dois faire. Exactement. J'étais vraiment conditionné de directement venir avec une réponse. Ouais. Et au lieu de dire, de commencer à demander des questions. Et avec les questions, vraiment être un coach plus. Hein, et j'étais déjà un manager / coach. Mais ce que j'ai appris avec implémenter TEAL, c'est que je préférais la facilité de donner la décision à l'autre, de le coacher et commencer à demander des questions. Ça nous valorise, hein. Bon, je t'apporte la solution. Bah, voilà, du haut de mon intelligence et de mon expérience supérieure, je t'explique comment tu dois faire. Exactement. Et c'est pour ça il y a une formation qui est obligatoire. Et c'est une formation qui aide les gens de reconnaître leur ego, de exprimer les tensions que tu as. Alors ça, c'est un challenge incroyable. Incroyable, tu apprends beaucoup, hein, mais ça c'est... Et deuxièmement, c'est communication. Parce que... et c'est aussi dans le modèle traditionnel, mais aussi, surtout chez nous aussi, tu as deux équipes, tout le monde dans leur rôle peut prendre leurs décisions, mais par exemple, s'ils décident dans équipe 1 de prendre un système A pour faire la facturation, et dans équipe 2, ils prennent système B, bah, ça c'est pas efficace, ça c'est clair. Alors, il faut avoir le processus d'advise et de décision doit être transparent et même si c'est par équipe, tout le monde doit être capable de pas joindre, mais to follow, de suivre les processus online. Tu vois? Donc tu veux dire les décisions qui ont été prises. Ouais, de savoir, ok, on va commencer un processus d'advice sur cette décision. Tu reçois un message. Si ça t'intéresse, tu peux le suivre. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne le suis pas. Et même si tu n'es pas dans les rôles qui doivent donner d'advice, quand la décision est prise, de nouveau un message à tout le monde pour savoir, ils ont pris cette décision. Voilà. Ça c'est quelque chose que nous sommes en train d'implémenter maintenant parce qu'on a pris des gens qui disaient ok, on doit pas être, on veut pas joindre tous les processus d'advice, mais s'il y a des décisions qui sont prises, au moins on veut recevoir des updates. Et même avec les tactics meetings, et même avec les governance meetings, et même avec le Highfluence Day, il y avait des domaines noirs pour quelques gens. Et c'est aussi très difficile. Hein? Il y a des gens qui sont intéressés dans sujet 1, 2, 3, des autres en tout cas. Alors, tu ne peux pas commencer à manager ou régler ça. Tu dis, on veut transparence. On veut transparence dans nos chiffres financiers. On veut transparence dans toutes les décisions qu'on prenne. Alors, on le met online, interne bien sûr. Et quand le processus commence, tout le monde reçoit un message et tu le suis si tu veux, si ça t'intéresse. Tu n'as pas parlé de quelque chose qui me paraissait assez intéressant, c'était votre decision tree. Donc, ouais. Votre arbre de décision. Alors, c'est vous qui l'avez inventé ça ou tu as trouvé ça chez la Louvre? Non. C'était le résultat des brainstorms, de conseils que j'ai reçus. Je ne pouvais pas dire si ça vient d'une source ou d'autre. Ok, alors le but c'est, pour être adaptable, c'est que on dirait 100% ou 95% des décisions
sont pris par les gens mêmes. Hein. Mais bien sûr, cette autonomie, c'est nouveau pour beaucoup de gens et ça donne beaucoup de responsabilités. Et tu dis, ok, on commence avec la philosophie, tout le monde a des bonnes intentions pour l'entreprise. Hein. Deuxièmement, le decision tree, c'est le cadre que tu veux apprendre à tous les gens qui travaillent chez nous. Si tu prends une décision, réfléchis, ouais? Ouais. Réfléchis, ok, est-ce que c'est dans notre mission? C'est ce que tu vas dire. Si la réponse est oui, tu continues. Si la réponse est non, ça arrête. Deuxièmement, est-ce que ça impacte, est-ce que ta décision impacte autre personne dans l'équipe? Si c'est non, tu peux prendre la décision sans demander d'avis. Si c'est oui, est-ce que tu as demandé d'avis? La vie, quoi. Oui. La vie, ouais, la vie. Des personnes concernées. Des personnes concernées. Si c'est oui, la dernière question, c'est est-ce que tu prennes... Parce que même si tout le monde te conseille d'aller à droite, mais tu sens, non, je veux aller à gauche, c'est à toi de prendre la décision. D'accord. Et c'est là que l'ego est très dangereux. Parce que beaucoup de gens, ils veulent quand même implémenter leur opinion, et encore plus parce que tous les autres disent non. Tu dis non, moi je dis oui. Tu dis blanc, moi je dis noir. Mais ça c'est vraiment l'ego. Alors la dernière question, c'est est-ce que tu prends cette décision avec des bonnes intentions pour Highfluence et sans ego? D'accord. Alors ça c'est les 4-5 questions qu'on... Tu as bien sûr la mission, mais ça c'est les 4-5 questions qu'on apprend aux gens. Quand tu veux prendre une décision, réfléchis, ça. Tu as fait ça? Tu go. Okay. On arrive petit à petit à la fin de l'interview. Une dernière question. Qu'est-ce que tu as envie de dire, de conseiller, de proposer, je ne sais pas, ou de dire simplement aux patrons qui seraient dans une entreprise qui fonctionne bien, mais qui sentent en eux-mêmes qu'ils ont envie de quelque chose qui va plus loin, qui sentent que leur gouvernance classique, où c'est eux qui prennent toutes les décisions et tout ça, ça ne leur convient plus, ils ont envie de quelque chose de plus. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil à ceux-là? Le contrôle? Le contrôle est une illusion. Arrête à investir 60, 70, 80% de ton temps à contrôler les autres. Investis 80% de ton temps dans les choses, dans le focus que tu as, dans les domaines où tu as la valeur le plus grand possible. Et implémente ce modèle pour tous les gens avec qui tu travailles. Parce qu'en principe, c'est ça. Des gens vont aller prendre des rôles qui sont liés avec leur passion. Alors, tu vas essayer de créer un cadre où les gens donnent leur temps. Et le temps, c'est quelque chose, c'est le plus valable qu'on a. Hein? Oui. C'est ce qui a le plus de valeur. Le plus de valeur, hein? Ouais. J'aurais jamais plus l'heure qu'on vient de passer. Alors arrête à contrôler les gens, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire, et créer un contexte où les gens font ce qu'ils veulent faire. 90% du temps. Ouais. Et c'est pas parce que tu travailles, c'est pas linéaire. Créer du valeur, c'est pas linéaire. C'est pas parce que tu fais 100 choses que tu fais 100 fois plus de valeur.
Peut-être si tu fais 3 choses, descends, mais très bien, tu focuses sur ça, tu vas créer 5 ou 6 ou 7 fois la valeur. Alors, mon conseil, c'est accepte que la vie a beaucoup plus de potentiel que tu peux contrôler. C'est ça. Et du moment que tu acceptes ça, et tu acceptes tes talents et les talents des autres, et tu commences à prendre les décisions basées sur ça, la vie va te donner beaucoup plus que tu peux contrôler. Nick, merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour l'effort en français, je suis vraiment admiratif. Ben voilà, nous arrivons à la fin de cette interview, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis surtout laissez-nous vos commentaires au bas de la vidéo, et puis n'hésitez pas à la forwarder, à la partager avec tous ceux à qui vous voulez du bien. Je vous retrouve bientôt sur le blog des leaders. Au revoir.